Oui, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes donc pour ensemble, tous ensemble, pour assister à la conférence et vous présenter le voyage événement avec Stéphane Bern, les Habsbourg et les Strauss, la magie de Vienne, qui se déroulera du 2 au 5 janvier 2025. Voilà, donc nous allons ensuite, nous serons avec Aymeric qui va donc nous présenter la conférence. Pardon. Donc voilà, donc ce voyage événement, donc avec la présence de Stéphane Bern, qui va donc nous faire découvrir sa passion pour les Habsbourg et les Strauss, et nous faire donc 2 conférences. Il sera présent pendant tout le voyage. Ce voyage sera donc, comme je vous l'ai dit, du 2 au 5 janvier 2025. Voilà. Donc, Aymeric Péniguet de Stoets, qui est avec nous aujourd'hui, justement. Voilà, bonjour Aymeric. Donc, tu vas faire une conférence juste après pour présenter ce voyage. Donc, Aymeric a fait une formation à Sciences Po Paris. Il est spécialisé sur la destination. Il va nous faire partager sa passion pour ce voyage et pour cette destination. Alors, je ne sais pas s'il faut vous présenter parce que tout le monde connaît bien Stéphane Bern, hein, donc journaliste, animateur et écrivain français. Il est évidemment passionné d'histoire et du patrimoine et il va nous faire partager sa passion pour tous ces moments historiques à Vienne. Et nous serons donc contents qu'il nous partage aussi bien pendant ses conférences, mais également pendant les moments de visite. Vous pourrez échanger avec lui lors des repas, vous pourrez également échanger avec lui. Voilà, il est à notre disposition pour vivre un grand moment. Alors, je crois qu'on peut préciser, Dominique, qu'il est très sympathique. C'est vraiment un compagnon de voyage agréable et nous aurons beaucoup de chance de faire ce voyage avec lui. Oui, parce que justement, tu as fait un voyage l'année dernière avec lui, hein, donc tu parles en connaissance de cause. Voilà, donc nous allons faire un vol Paris-Vienne. Nous arriverons en fin de matinée à Vienne, ce qui nous permettra donc de visiter Vienne. Donc avec un premier tour avec la cathédrale, l'église des Augustins. Et l'après-midi, nous irons donc visiter l'école espagnole d'équitation. Ce n'est pas une représentation, mais nous aurons la chance de pouvoir la visiter. Le lendemain, nous ferons une journée entière à Schönbrunn, donc nous visiterons bien sûr les châteaux, les appartements. Et l'après-midi, nous ferons la visite du musée des carrosses impériaux. Et là, nous pourrons assister à la première conférence de Stéphane Bern, qui se déroulera notamment au Théâtre des Marionnettes. Et à la fin, nous pourrons assister à une petite représentation du Théâtre des Marionnettes. Le lendemain, nous irons visiter le musée de Sissi et également la Maison de la Musique. Nous assisterons à une deuxième conférence de Stéphane Bern, suivie d'un concert privé de musique classique. Et enfin, nous allons faire la visite le musée des Beaux-Arts. Et là, nous allons, à la fin de cette visite, cette magnifique visite, nous aurons la chance de pouvoir aller déjeuner pour un déjeuner d'adieu dans la salle de marbre du restaurant Sarer, qui est privatisé pour l'occasion, avant de prendre le transfert pour rejoindre Paris. Nous serons hébergés dans l'hôtel Austria Trent Park Hotel à Schönbrunn. Nous avons donc des chambres classiques qui sont réservées dans l'annexe de l'hôtel et qui donnent sur le jardin. Et nous avons également quelques chambres premium qui sont dans le bâtiment historique de cet hôtel. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais n'hésitez pas à prendre une option et à réserver car il ne reste que quelques places. Le voyage est déjà en vente depuis quelques temps et ça se remplit très vite. Il ne faut pas tarder si vous êtes intéressé. Alors, ce voyage, nous allons avoir à peu près 90 personnes qui seront réparties dans 4 groupes et chaque groupe aura son conférencier qui accompagneront de bout en bout depuis Paris pour ce magnifique voyage.
Alors, nous aurons Solveig Placier, qui sera là, hein, qui a fait notamment l'école du Louvre. Nous avons Guillaume Lebotte, qui accompagnera aussi ce voyage et qui est un passionné d'histoire et aussi voilà, pas mal de voyages aussi. Il a également fait un voyage l'année dernière, je crois, avec Stéphane Bern. Nous aurons aussi Véronique Boquet, professeure de piano dans divers conservatoires de musique, et elle est aussi titulaire de DEA d'histoire de l'art et du premier prix de conservatoire. Voilà, donc un programme très chargé. Et Emeric Peniguet-Zelzouz, que je viens déjà de vous présenter, hein, et qui est aussi un passionné et qui partage avec un enthousiasme très chaleureux toute son expérience et prêt à répondre à toutes vos questions. Tous ces conférenciers sont bien sûr là à votre disposition pendant tout le voyage. Alors, comme je vous disais, ce voyage aura lieu du 2 au 5 janvier 2025. Le prix est à partir de 2 995 € en chambre double et en chambre individuelle, il y a 3 385 €. En chambre, tout ça en chambre classique, mais possibilité de chambre premium. Je fais quoi là? Ah, bah, fais-le. Excusez-moi, un petit souci technique, mais ça va revenir tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà. Emeric, je te laisse la parole pour cette conférence. Merci beaucoup, Dominique. Merci de cette présentation aussi. C'est un très, très beau voyage qui est proposé par Intermed. Merci aussi de vos mots sur le chat. Hein, j'ai un œil dessus. Je vois les bonjours de toute la France et j'ai même cru voir Buenos Aires. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais ça veut dire que nous sommes écoutés de loin et ça fait plaisir d'avoir tous les endroits où vous vous trouvez pour suivre cette présentation. J'ai choisi de vous parler d'une impératrice qui n'est pas la plus connue, ce que j'ai pu constater dans les voyages que j'ai faits pour Intermed à Vienne des Français, qui a pourtant été une femme qui a profondément marqué son siècle. Cette femme, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, qui est impératrice consort, j'y reviendrai, d'Autriche, de 1740 à 1765, archiduchesse d'Autriche qui règne sur l'Autriche et la Hongrie et la Bohème de 1740 à 1780. C'est un personnage qui m'intéresse parce que il y a d'autres femmes de pouvoir au XVIIIe siècle. Je pense en particulier aux tsarines de Russie. Elle a une particularité, Marie-Thérèse, c'est d'être pleinement femme et pleinement au pouvoir. Je vais revenir sur ce propos. J'ai souhaité vous commencer par une présentation de ce portrait au pastel de Rosalba Carriera, donc pastelliste, parce qu'on y voit la jeune Marie-Thérèse. Ce n'est pas toujours la manière dont l'image de l'impératrice se fixe. Hein. Vous avez tous l'image de cette mère plutôt replète, femme d'âge mûr. Or, il ne faut pas oublier que Marie-Thérèse a été une jeune princesse très belle, très séduisante, et qui tout au long de sa vie a gardé ce pouvoir de séduction dont parlent tous ses interlocuteurs. Par ailleurs, je disais femme de pouvoir, je vous ai mis donc en introduction ces mots du deuxième duc de Breuil, Victor François, jamais intimidé, jamais ébranlé, jamais découragé. C'est véritablement une femme forte qui est à la tête de l'Autriche de 1740 à 1780. Alors, comment une femme arrive sur un trône européen au XVIIIe siècle? C'est, encore une fois, mis à part la Russie, enfin, qui est à l'époque tout de même fort loin du centre de l'Europe,
une exception dans l'histoire européenne du XVIIIe siècle. Et comment est-ce qu'elle se hisse au pouvoir? Eh bien, parce qu'elle est l'héritière des Habsbourg. Les Habsbourg, vous savez, qui règnent sur l'Autriche, sur le Saint-Empire romain, que nous appelons Saint-Empire romain germanique, mais qui, pour les titulaires, est simplement l'héritier de l'Empire romain. C'est une appellation de ceux qui n'y appartiennent pas à Saint-Empire romain germanique. Et par le mariage de Jeanne la Folle et Philippe le Beau, les Habsbourg entrent en possession également de la péninsule ibérique. Donc là, vous avez une carte de l'Europe. Alors, je vais revenir sur les questions. Vous avez une carte de l'Europe en 1700. Je vois bien vos questions, ne vous inquiétez pas. Une carte de l'Europe en 1700. Le Charles Quint, qui a réuni, le fils de Jeanne la Folle, qui a réuni ces couronnes espagnoles et autrichiennes et du Saint-Empire sur son nom, vous le savez, abdique dans les années 1555-1556. Et il donne à son fils, donc ce qu'on va appeler la branche aînée, là vous avez la branche aînée, l'Espagne et les anciens Pays-Bas bourguignons, les possessions bourguignonnes, et à son frère Ferdinand, les terres d'Autriche, puis de Bohême et de Hongrie. Alors, je vais m'interrompre là pour voir les deux questions. Que pensais-je du livre d'Elisabeth Badinter sur cette reine? Alors, Elisabeth Badinter a écrit plusieurs livres sur Marie-Thérèse. Je les trouve intéressants, pertinents. Elle est dans une réflexion, Elisabeth Badinter. Je pense que le livre doit être derrière moi. Oui, le voici. Le pouvoir au féminin. Elle est dans une réflexion, les philosophes, Elisabeth Badinter, sur précisément combien, et je reviendrai là-dessus, Marie-Thérèse a été tout à fait femme et tout à fait femme de pouvoir. Par ailleurs, Elisabeth Badinter s'est aussi beaucoup intéressée à une question sur laquelle nous reviendrons dans cette conférence, qui est l'éducation des enfants, où Elisabeth Badinter montre combien cette femme est moderne, dans le sens où elle représente des tendances avant-gardistes de son temps. J'y reviendrai si vous voulez. Comment bien prononcer Habsbourg et Strauss? Habsbourg, on dit Habsbourg ou Habsbourg, et Strauss, Strauss ou Strauss, si vous préférez, selon qu'on le prononce à la française. La prononciation des noms, vous pouvez choisir de le prononcer à la germanique ou à la française. Il n'y a pas de codification de la prononciation, et du reste, les prononciations ont évolué au fil du temps. Je vous rappelle que, par exemple, pour le principal ministre de Louis XVI, Necker, au XVIIIe siècle, eh bien, on prononçait Necre, ce qui ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui. On dit Necker. Voilà, donc les prononciations aussi ont évolué, donc il n'y a pas de prononciation fautive pour Habsbourg et Strauss, ou Strauss si vous préférez. Donc voilà cette ère des Habsbourg en 1700, et en 1700 se passe un événement catastrophique pour l'Europe, qui est la mort du roi d'Espagne, Charles II, en novembre 1700, si ma mémoire est bonne, qui meurt sans héritier direct. C'est-à-dire que la branche aînée des Habsbourg s'est éteinte. Et il faut donc trouver un héritier à ce trône d'Espagne. Cet héritier, eh bien, pour les Habsbourg, ce sont les Habsbourg d'Autriche. Donc, à ce moment-là, l'empereur du Saint-Empire romain est Léopold Ier, et il va désigner son fils puîné, Charles, comme héritier à la couronne d'Espagne.
Pour Louis XIV, qui règne en France depuis 1743, cette couronne revient à la France. Elle revient à la France en raison des nombreuses alliances que les Bourbons de France ont conclues avec l'Espagne, et notamment Louis XIV lui-même, avec Marie-Thérèse d'Autriche, qui aurait dû renoncer à ses droits sur la couronne espagnole, et la dot prévue dans ce cas-là n'ayant jamais été versée, eh bien on considère que finalement la France hérite de ses droits à la couronne d'Espagne. Donc nous entrons dans une guerre qui va opposer principalement les Habsbourg et la France sur cet héritage de la couronne d'Espagne. Ça se conclut en 1913 par le traité d'Utrecht. Et donc ce fameux Charles, le fils puiné de Léopold Ier, il l'avait choisi parce qu'il n'était pas appelé, je vous remontre la carte, étant le fils puiné, le fils aîné Joseph hériterait des terres en jaune et Charles, lui, des terres en rouge. Malheureusement, en 1711, Joseph décède et du coup, Charles aurait été l'héritier de l'ensemble de l'Empire, ce qui n'est pas entendable. Vous le savez, la France va faire triompher ses prétentions en la personne de Philippe V, duc d'Anjou. Évidemment, la condition qui est mise, autant pour les puissances européennes, la reconstitution de l'Empire de Charles Quint, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, est inentendable, autant un royaume franco-espagnol apparaît tout autant impossible. Et la condition qui est mise, évidemment, c'est que les Bourbons d'Espagne ne feront jamais valoir leur droit à la couronne de France, que les deux couronnes ne soient pas réunies. Ce sont les termes du traité d'Utrecht. Donc, Charles qui devient Charles VI en 1711 doit renoncer à ses prétentions sur le trône d'Espagne, mais il est profondément marqué par cette guerre de succession. Il renoncera jamais tout à fait d'ailleurs dans sa tête à ses droits au trône d'Espagne. Il est profondément marqué par cette guerre et il va décider d'organiser sa succession en publiant ce qu'on appelle la pragmatique sanction, c'est-à-dire qu'il organise son héritage. Et évidemment, la dignité d'empereur est élective à l'époque, j'y reviendrai si vous avez des questions, mais les terres de l'archiduché d'Autriche, de Bohême et de Hongrie sont transmissibles par héritage, et donc il considère que s'il n'a pas d'héritier mâle, ces terres iront à ses filles, et en l'espèce à sa fille aînée. C'est une modification des dispositions léopoldines de 1703, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf si la question vraiment vous intéresse. En tout cas, il exclut ainsi ses nièces de l'héritage, mais ses filles, s'il en a, seront héritières à défaut de fils. Le voilà à nouveau, ce Charles VI de Habsbourg. Je vous présente ce portrait parce qu'on y voit un trait très distinctif des Habsbourg, ce qu'on appelle le prognatisme, c'est-à-dire que vous le voyez surtout sur le portrait qui se situe à votre droite, eh bien, ils ont la mâchoire du bas qui avance par rapport à la mâchoire du haut. C'est un trait assez caractéristique des Habsbourg, ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur ce thaler de 1721, le thaler, une monnaie qui participe, j'y reviendrai en fin de conférence, à la puissance des Habsbourg. C'est une monnaie qui est estimée dans toute l'Europe et qui le sera bientôt dans le monde entier. Alors sur cette monnaie, vous voyez le profil de Charles VI et son prognatisme sur ce profil de monnaie est particulièrement marqué. La voilà donc cette pragmatique sanction de 1713 dans laquelle eh bien, il décide de transférer les
les terres transmissibles, c'est-à-dire, je l'ai dit, hein, l'archiduché d'Autriche, la Bohême et la Hongrie, à ses filles. Alors, le reste de sa vie, il va le passer à, il va le passer, pardon, à, j'ai fait un mouvement, je vais tout vous dire parce que j'ai un perroquet qui est en train de manger une plante chez moi. Voilà. Donc je le chasse d'un geste pour qu'il fiche la paix à cette plante, pardon, de cette parenthèse. Donc, il va passer le reste de son temps à faire accepter cette pragmatique sanction par les différentes puissances européennes. Il y a une autre guerre de succession qui se développe dans les années 1730, qui est celle de la succession de Pologne que vous avez ici. Oui, c'est un très bel oiseau, je vous le confirme. La Pologne que vous avez ici en rose, où il y a deux candidats au trône de Pologne. Le trône de Pologne est un trône électif. Vous avez Auguste II de Saxe, dit Auguste le Fort, et l'ancien roi de Pologne, Stanislas Leszczynski. Leszczynski est devenu, vous le savez bien, hein, le beau-père de Louis XV en 1725, puisque Louis XV a épousé Marie Leszczyńska, et donc, évidemment, la France soutient la candidature de Leszczynski, et l'Autriche et la Russie soutiennent la candidature de la Saxe d'Auguste le Fort. À l'issue de cette guerre de succession de Pologne, il y a le traité de Vienne en 1738 qui prend des dispositions importantes pour la suite de notre histoire. La première, c'est que évidemment donc la Saxe et la Pologne seront réunies sous une même couronne personnelle. Ensuite, c'est que les duchés de Bar et de Lorraine, que vous avez en bleu clair sur cette carte, si tout le monde voit bien, qui était la propriété du duc François III de Lorraine, sont donnés en compensation à Stanislas Leszczynski, d'où la célèbre place Stanislas de Nancy. Hein. Il a été un duc de Lorraine, vous le savez, Stanislas, le roi Stanislas, très important. Et à la mort de Stanislas, eh bien, ces territoires reviendront à la France. En échange, eh bien, le duc de Lorraine, François III, devient duc de Toscane. Vous avez la Toscane en vert tendre représentée sur cette carte du traité de Vienne de 1738. Autre disposition extrêmement importante pour l'empereur Charles VI, eh bien, c'est de faire accepter par la France la pragmatique sanction. S'il vient à mourir, c'est sa fille aînée qui lui succédera en l'absence de fils. Cette fille aînée, vous le savez déjà, j'ai abattu toutes mes cartes, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui a épousé en 1736 le fameux duc de Lorraine, François de Lorraine, François III de Lorraine. Alors, lorsque nous serons à Vienne, nous allons passer évidemment sur la Karlsplatz et en particulier devant cette église qui est un trésor de l'architecture baroque de Vienne. L'architecte, c'est Fischer von Erlach, et c'est une commande, l'église Saint-Charles, évidemment, de l'empereur Charles VI. Elle est édifiée dans les années 1720-1730. Architecture à coupole, hein, vraiment caractéristique du baroque autrichien. Et puis vous le voyez, hein, devant cette église, il y a deux colonnes. Alors ces colonnes, elles sont sublimes, je vous le concède. Elles sont surtout étranges parce qu'elles nous rappellent quelque chose de précis. N'hésitez pas à participer dans le chat hein, si vous le souhaitez. Elles nous rappellent, regardez bien cette monnaie espagnole, les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule étaient sous l'Antiquité les limites du monde connu au détroit de Gibraltar. Et puis, vous savez que Charles Quint a fait ajouter la devise plus ultra, c'est-à-dire au-delà, puisque l'Empire
espagnol s'étend vers les Nouvelles-Indes, c'est-à-dire l'Amérique. Regardez bien, hein, dans les années 1720-1730, Charles VI ne se console pas d'avoir été évincé du trône d'Espagne, et ces deux colonnes, qui sont une allusion transparente aux colonnes d'Hercule et au royaume d'Espagne, sont devant l'église qu'il fait édifier à Vienne et que nous aurons le bonheur de voir pendant ce voyage. Alors, Charles VI avait épousé en 1708, hein, il devient archiduc d'Autriche et empereur en 1711. Il avait épousé Élisabeth Christine de Brunswick. Il a eu un fils en 1716, donc 3 ans après la pragmatique sanction, fils qui meurt en bas âge, et puis ensuite une fille qui nous intéresse, Marie-Thérèse, que vous avez là en rose sur le portrait de Charles et de son épouse Élisabeth Christine, et 2 autres archiduchesses, Marianne et Marie-Amélie. Marie-Amélie, la plus jeune, qu'on voit encore dans le giron de sa maman ici, qui meurt à 6 ans. Alors, Élisabeth Christine, je voulais vous en dire un mot, d'abord parce que c'est une très belle femme lorsqu'elle est jeune. C'est une femme courageuse, c'est une femme engagée, c'est une femme qui va participer aux côtés de son mari à cette guerre de succession d'Espagne. Donc, sa fille Marie-Thérèse hérite d'une beauté et d'un caractère. Le portrait de droite me questionne, il est régulièrement présenté comme étant celui d'Élisabeth Christine, donc de la mère de l'impératrice Marie-Thérèse. Or, si c'est bien elle, quelque chose m'étonne, il présente une ressemblance assez forte avec sa petite fille. Sa petite fille, c'est Marie-Antoinette. Regardez ce qui est présenté comme Élisabeth Christine et Marie-Antoinette au même âge. J'y vois quand même des traits communs. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à le transmettre. Alors, je vois quelqu'un écrit résultat de la consanguinité. Je ne sais pas de quoi il est question sur la consanguinité, n'hésitez pas à le dire. Oui, d'accord, merci de soutenir, hein. Il y a vraiment une ressemblance assez étonnante. Marie-Antoinette aurait donc hérité des traits de sa grand-mère. L'image qu'on conserve d'Élisabeth Christine, c'est surtout celle de cette matrone. Vous en verrez les portraits à Lavebourg et à Schönbrunn, surtout. Il y a un très beau portrait d'elle. Là, c'est Jean-Étienne Lyotard, hein, le pastelliste, qui fait ce portrait d'elle, évidemment. Une femme d'âge beaucoup plus avancé, et surtout une femme qui connaît un destin terrible. Oui, le temps a laissé ses traces, mais c'est terrible, c'est-à-dire que même s'il avait pris cette pragmatique sanction en 1713, Charles VI ne s'est jamais consolé de ne pas avoir de fils après la mort de ce premier enfant en 1716. Et donc, il va tout tenter pour essayer d'avoir un héritier mâle. L'éducation de Marie-Thérèse, d'ailleurs, ne sera pas tournée vers le pouvoir, on n'en fait pas du tout une héritière, on attend un héritier masculin. Et cette pauvre Élisabeth Christine va être soumise à tous les remèdes. Le plus terrible, alors il y a eu des magies, toutes sortes d'alchimistes, toutes sortes de gourous à son chevet, et la médecine, finalement, pour avoir des enfants mâles, va lui conseiller de boire, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 6 bouteilles de vin par jour. 6 bouteilles de vin par jour. Ah oui, le prognatisme, oui, c'était effectivement, enfin, en tout cas, c'est une caractéristique des Habsbourg. 6 bouteilles de vin par jour, vous imaginez que cette femme finit profondément marquée par l'alcool et profondément dépendante. Mais voilà, je voulais dire que la mère de Marie-Thérèse, jeune, a été une femme particulièrement courageuse, belle et engagée. Donc je reviens à cette petite Marie-Thérèse en rose. La voilà, hein, un nouveau jeune. Hein, n'oublions pas que Marie-Thérèse a été cette belle femme qui exerce une vraie séduction sur l'Europe, qui la considère comme une vraie diplomate, et elle épouse donc
je vous l'ai dit, le 12 février 1736, ce duc François de Lorraine. Voilà la médaille, je reviendrai sur la numismatique, la médaille du mariage de François de Lorraine avec Marie-Thérèse de Habsbourg, c'est-à-dire que l'on considère qu'après ce mariage de 1736, eh bien, c'est une nouvelle branche à la tête de l'Autriche, puisque vous savez que la transmission se fait par la patronymie, donc ce sont les Habsbourg-Lorraine, Habsbourg-Lothringen, puisque en allemand c'est Lothringen, et vous souvenez-vous, hein, la fille de Marie-Thérèse sera appelée sous la Révolution Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. À son procès, la veuve Capet, dite Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. Donc elle appartient vraiment à la maison de Lorraine. Je lis un vrai mariage d'amour, en tout cas un mariage qui, et c'est dans la dimension de Marie-Thérèse, n'hésitez pas à intervenir encore une fois, même si ça bouscule le sens de mon propos, ça me porte aussi, j'aime bien l'interactivité dans ces moments-là. Oui, alors un vrai mariage d'amour, elle était prise d'abord du jeune François, c'est sûr, et ensuite c'est un couple inattendue, encore une fois, dans l'Europe princière du XVIIIe siècle, parce que elle a une grande dévotion pour son mari, un grand dévouement, alors que son mari ne présente pas tout à fait, c'est plutôt quelqu'un de débonnaire, très humaniste, mais c'est un piètre militaire, c'est un piètre politique, il ne présente pas les qualités de Marie-Thérèse, mais elle lui est très fidèle, elle l'aime tendrement, c'est certain, et elle lui reste fidèle tout au long de sa vie. Donc effectivement, il y a une dimension, je ne voudrais pas tomber dans la nuance romantique du mariage d'amour comme on peut le penser, puisque d'abord, le romantisme arrivera un peu plus tard, mais en tout cas, un couple épris assurément, respectueux, infiniment respectueux l'un de l'autre et atypique dans cette Europe du XVIIIe siècle. Vous avez tout à fait raison de le préciser. Et lorsque Charles VI meurt en 1740, eh bien, Marie-Thérèse hérite de ces terres qui se trouvent en jaune cliquot, on va dire. Vous savez que j'aime la gastronomie, donc je dirais jaune cliquot, à savoir l'archiduché d'Autriche, la Bohême, la Hongrie et puis les Pays-Bas qui, à la suite de la guerre de succession d'Espagne, ont été retirés à la couronne espagnole pour être tombés entre les mains des Bourbons, pour rester dans le giron des Habsbourg et donc sous souveraineté autrichienne des Habsbourg d'Autriche. Donc voilà ces terres dont elle hérite en 1740. Je l'ai dit, elle n'hérite pas de la couronne du Saint-Empire romain qu'on appellera germanique, puisque c'est une fonction élective et qui ne peut être confiée qu'à un homme. L'ensemble des puissances européennes avaient accepté, on l'a vu pour la France en 1738, la pragmatique sanction de Charles VI. Pensez-vous que les choses vont se passer comme les uns et les autres l'avaient ratifié? Pas du tout. Pas du tout. Évidemment, cette jeune femme, elle a 23 ans, Marie-Thérèse, qui apparaît belle, sensible, réservée. Eh bien, tous ces souverains autour d'elle, jusqu'au plus petit royaume, se disent que l'occasion est trop belle de ne faire qu'une bouchée de cette possession autrichienne de l'empire des Habsbourg. Donc, vous avez en vert foncé la Bavière, Bavaria, hein, la Bavière, qui lorgne sur les terres autrichiennes et surtout le prince électeur sur la couronne du Saint-Empire romain germanique, qui l'obtient. C'est la Bavière qui obtient, donc c'est l'électeur de Bavière qui obtient sous le nom de Charles VII la couronne du Saint-Empire romain germanique. Et puis les uns, les autres se disent qu'on pourrait bien grignoter à cette petite Péronnelle de 23 ans une partie de ses terres, et notamment regarder
au nord, hein, vous avez en violet la Prusse, et la Prusse, eh bien, dit qu'elle reconnaîtrait volontiers la souveraineté de Marie-Thérèse sur l'Autriche, eh bien, à condition qu'on lui cède la Silésie. La Silésie, c'est-à-dire cette terre au nord de la Bohême, vous la voyez sur la carte, qui est la plus riche de l'Empire. Ça paraît totalement disproportionné, scandaleux, et Frédéric II, à la fin de l'année 1741, on voit carrément ses troupes occuper la Silésie. C'est le début de la guerre de succession d'Autriche, où la France d'ailleurs s'allie à la Prusse. L'Autriche est soutenue mollement, il faut le dire, par la Grande-Bretagne, et ce conflit va durer 8 années. 8 années, c'est le premier des conflits que soutient cette impératrice Marie-Thérèse. Alors là, je vous montre le monument à Marie-Thérèse, qui est un monument du 19e siècle, de 1888, qui se trouve sur la place Marie-Thérèse à Vienne. Nous le verrons évidemment, ce monument. Et ce que je voulais surtout vous montrer, hein, c'est qu'elle tient dans la main gauche, oui, j'ai un problème avec ma droite et ma gauche, mais dans sa main gauche, elle tient le sceptre et un parchemin roulé qui est la pragmatique sanction. Hein. C'est cet acte qui lui permet d'accéder au trône d'Autriche. Donc, face à cette hostilité de l'Europe, eh bien, Marie-Thérèse va se révéler chef de guerre. Il faut savoir qu'elle a déjà eu 3 enfants. Au total, Marie-Thérèse fera 16 grossesses. Menées à terme, 16 grossesses, cela veut dire, si on multiplie 16 par 9 et qu'on divise par 12, il me semble que ça fait à peu près 12 années. 12 années pendant lesquelles Marie-Thérèse a été enceinte. Et il y a ceci aussi, c'est non seulement une femme de pouvoir, mais elle accomplit le devoir qu'on attend de toute princesse au XVIIIe siècle, eh bien de donner des héritiers à la dynastie. Et parmi ces 16 enfants, 10 survivront. Je le souligne parce que, eh bien, par la force des choses et contre son gré, elle est d'ailleurs très heurtée de voir la France, qui avait au traité de Vienne accepté la pragmatique sanction, eh bien, soutenir la Bavière et la Prusse dans cette volonté de la destituer. La France de Louis XV lui répondra que le traité de Vienne n'acceptait la pragmatique sanction que si aucun autre tiers n'était lésé et que manifestement la Bavière se trouvait lésée. En tout cas, elle va soutenir cet effort de guerre pendant 8 années jusqu'en 1748, guerre qui va être largement menée par Louis XV, j'y reviendrai. Elle ne conduira pas elle-même ses troupes. J'ai voulu vous montrer ce portrait équestre. Il y a plusieurs portraits équestres de Marie-Thérèse, hein, mais parce que, évidemment, se montrer à cheval, c'est une représentation traditionnelle du souverain en majesté. Et que la Marie-Thérèse nous apparaît en majesté, à cheval, comme chef de guerre, ce qu'elle sera à 2 reprises. Je reviendrai sur l'autre conflit. Et elle écrira, d'ailleurs, elle dirige elle-même ses troupes. J'ai dit que son mari François était assez piètre militaire. Elle dirige elle-même ses troupes et elle dira, si je n'étais pas continuellement enceinte, j'irais moi-même les mener au combat. C'est elle qui donne les ordres et elle se montre inflexible, intelligente, stratège, et eh bien, ça lui permet de conserver son trône, mais surtout de recevoir l'estime des uns et des autres. Alors j'ai dit que Louis XV avait mené cette guerre au sens de, c'est certainement quelques illustrations parmi les plus glorieuses de Louis XV, et ici c'est la bataille de Fontenoy en 1745, hein, remportée par les Français qui vont grignoter les possessions autrichiennes, notamment au nord, au niveau des Pays-Bas.
Et voilà à peu près une figure de Marie-Thérèse à l'époque de cette guerre de succession d'Autriche. Et en 1748, cela se règle par des négociations dans lesquelles, étonnamment, Louis XV va renoncer à toutes les conquêtes qu'il avait faites sur l'Autriche pendant cette guerre de succession. Alors c'est étonnant, ce sera très peu compris en France. Louis XV aura à se justifier, il dira j'ai fait une paix de roi et pas une paix de marchand. Mais en réalité, dans son esprit, Louis XV commence à se dire que, ma foi, l'alliance avec la Prusse s'est montrée quand même très déficiente et que on aurait tout intérêt à ménager l'Autriche pour en faire une alliée. C'est ce qu'on va appeler au XVIIIe siècle le renversement d'alliance. Marie-Thérèse est contrainte de céder la Silésie à la Prusse, ce qu'elle n'acceptera jamais, et cette vexation engendre la seconde grande guerre conduite par Marie-Thérèse. Cette seconde grande guerre, c'est la guerre de 7 ans. Alors ce n'est pas elle qui la déclenche tout à fait, mais encore une fois, c'est un monarque très habile. Et elle va pousser la Prusse à la faute en faisant croire à l'imminence d'une attaque autrichienne, et la Prusse prendra les devants en Saxe et en attaquant l'Autriche, ouvrant donc un nouveau front. J'ai omis de vous dire, pardonnez-moi, qu'entre-temps, pendant la guerre de succession d'Autriche, autre coup fort de Marie-Thérèse, lorsque Charles VII, donc le fameux électeur de Bavière, meurt, elle fait élire son mari François empereur du Saint-Empire romain germanique. Nous sommes en 1745. Alors ça, c'est important parce que on dit tout le temps l'impératrice Marie-Thérèse. Moi-même, j'utilise volontiers ce terme d'impératrice Marie-Thérèse. Elle n'est pas impératrice. C'est son mari qui est empereur. Elle est impératrice consort. Et elle ne se fera pas couronner impératrice consort. D'ailleurs, elle tient beaucoup plus à ses titres héréditaires d'archiduchesse d'Autriche et de roi. Elle porte le titre de roi de Bohême et de Hongrie. Néanmoins, comme tout le monde sait que c'est elle qui prend les décisions, eh bien, on commencera à l'appeler de son vivant l'impératrice, et ce titre lui est resté. N'oublions pas que c'est son mari qui est empereur. En tout cas, en 1748, en 1756, elle laisse la Prusse engager cette nouvelle guerre qui est la guerre de 7 ans, qui va ravager l'Europe et qui est une guerre alors souvent très méconnue et qui pourtant va profondément modifier le visage du monde, dans la mesure où l'on estime traditionnellement que c'est l'un des premiers conflits mondiaux. Voilà ce que je voulais vous montrer quand même. Lorsque vous voyez les champs de bataille, eh bien, vous voyez qu'ils sont dans le monde entier, à Saint-Louis du Sénégal, à Pondichéry, à Madras, à Manille, et puis évidemment, dans ces fameux quelques arpents de neige dans les possessions françaises et espagnoles d'Amérique, à Cuba également, en Martinique, en Guadeloupe. Donc ce sont deux guerres extrêmement importantes que conduit Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui se représente et qui se laisse représenter volontiers. Vous l'avez là en chef de guerre, avec la couronne de la victoire au bout de l'épée. Vous avez cette gravure qui est abondamment diffusée sur les terres. Alors quel lien avec le reste du monde, cette guerre? Eh bien en fait... parce que je reviens sur la carte, merci de poser la question lorsque ce n'est pas clair. Oups, j'essaie de revenir sur la carte si j'y arrive. Oui. Eh bien parce que, par exemple, la France a des comptoirs en Inde. La France a des comptoirs en Inde et elle va perdre ses comptoirs
au cours de cette guerre de 7 ans. Elle a des possessions en Louisiane, en Amérique du Nord, où elle se trouve face aux colonies britanniques. Vous voyez que la Grande-Bretagne soutient la Prusse dans cette guerre de 7 ans, alors que la France est alliée avec l'Espagne. Hein. Ça, c'est un point qui est important. Alors, j'ai perdu le chat, je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois plus. Parce que voilà, donc cette guerre, pour répondre à Madame Biberson, cette guerre, eh bien, elle se déplace dans les colonies, les territoires possédés dans l'outre-mer par les différents belligérants. La France et l'Espagne possèdent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud d'importants territoires, mais également, donc je l'ai dit, en Inde, on se fera souffler nos possessions indiennes, ces fameux comptoirs, eh bien, par la Grande-Bretagne. Par la Grande-Bretagne lors de cette guerre. Voilà pourquoi elle a cette incidence mondiale. Ce n'est pas par la multiplication des belligérants, vous avez tout à fait raison de poser la question, mais simplement parce que les belligérants ont des possessions outre-mer et qu'ils vont déplacer les conflits dans ces possessions. C'est la première guerre considérée comme mondiale et c'est la première guerre considérée comme totale, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que un différend se règle sur un champ de bataille, mais qu'il faut épuiser l'adversaire dans toutes ses possessions. Très importante cette guerre de 7 ans. Donc voilà, cette Marie-Thérèse, chef de guerre. Je le souligne parce que, encore une fois, elle mène les opérations pour l'Autriche et que c'est assez inattendu d'avoir une femme dans ce rôle au XVIIIe siècle. Je voulais aborder, parce que je vois que le temps file, un autre sujet qui est celui de l'impératrice réformatrice. C'est une importante réformatrice. Elle travaille énormément. Ça, c'est un point dont je n'ai pas encore parlé. Elle travaille énormément. Elle travaille 12 à 15 heures par jour, quand ses prédécesseurs travaillaient environ 2 heures par jour. Donc, c'est un forçat du travail et elle entreprend de gérer elle-même les affaires de l'Empire et de ne pas les déléguer à des ministres ou à des fonctionnaires surtout. Et donc, elle va profondément réformer. Nous n'avons pas le temps ici de parler de l'ensemble des réformes. Ces réformes touchent principalement le fonctionnement des terres de l'archiduché d'Autriche, de la Bohême et de la Hongrie, avec des réformes importantes de la fonction publique, où elle va abandonner un certain nombre de charges héréditaires pour plutôt recruter des fonctionnaires au profit donc du fonctionnement de l'Empire. Alors le rôle de son mari, c'est une question. Je ne veux pas dénigrer François Ier, son nom d'empereur, François III de Lorraine, mais il a peu de goût pour les affaires de l'État, il s'en mêle très peu. Celle qui conduit vraiment les affaires, c'est elle. Donc, réforme administrative, réforme de l'armée, réformes économiques également, et puis les plus connues, ce sont les réformes également de l'éducation, où elle veut une éducation d'excellence. Vous avez une gravure qui la représente recevant le recteur à l'université de Vienne. C'est la gravure qui se trouve à gauche ici, et sa statue dans le hall de l'université de Vienne. Nous n'y entrerons pas, je crois, au cours de ce voyage, mais son rôle de réformatrice est particulièrement reconnu là-dessus. Elle est très croyante aussi, mais elle va essayer de mener toute l'Europe se moque de son côté bigote, mais elle va essayer de mener aussi des réformes pour je ne dirais pas séparer l'Église de l'État, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, pour limiter l'influence de l'Église sur les affaires de l'État, elle a tendance à considérer la religion comme une affaire privée.
Le bilan de ces réformes, tout de même, hein, c'est un renforcement de son empire et des territoires de sa monarchie, qui apparaissent beaucoup plus stables et puissants, malgré, encore une fois, hein, les défaites militaires qui fragilisent l'Autriche au profit de la Prusse. La même statue en contre-plongée de Marie-Thérèse. Excellente question. Est-ce que ces enfants, j'y viens justement, vous me faites une habile transition. Il paraît que ces enfants n'ont pas reçu énormément d'éducation. On distingue, en fait, au début, ces premiers enfants, si. Marie-Thérèse est une mère très attentive. Une mère comme on n'en connaît pas dans le reste de l'Europe. Une mère qui s'inquiète. C'est ce qui passionne, vous me posiez tout à l'heure une question sur Elisabeth Badinter, ce qui passionne Elisabeth Badinter, c'est qu'au-delà de savoir si Marie-Thérèse a ou n'a pas été mère, elle s'inquiète d'être une bonne mère. Ce qui est un sentiment inconnu dans l'Europe princière et aristocratique de ces années 1740-1750. Alors, ça n'est pas non plus un ovni. Je veux dire par là que ça ne vient pas de nulle part, que le XVIIIe siècle sera justement le siècle où le souci de l'éducation des enfants, le sentiment maternel vont commencer à être exaltés, mais plutôt sur le second XVIIIe siècle. Donc, elle est en avance sur son temps là-dessus et elle fait vraiment figure d'exception dans cette Europe des années 1740-1750. Alors, ce qui est vrai par rapport à cette question sur est-ce que ces filles ont reçu beaucoup d'éducation. En réalité, ce sont les 4 derniers enfants dont elle aurait, semble-t-il, délaissé l'éducation. Encore une fois, elle a eu 16 enfants, dont 10 ont survécu. Elle a été très engagée sur l'éducation des premiers, et je vous le concède, Madame Biberson, beaucoup moins sur l'éducation des derniers, et en particulier, vous pensez certainement à Marie-Antoinette. Sur Marie-Antoinette, il y a ce fait quand même assez extraordinaire où elle ne se rend pas compte que c'est la gouvernante de Marie-Antoinette qui fait les devoirs de la petite princesse qui, vous le savez, préfère rire avec sa sœur aînée Marie-Caroline plutôt que de s'astreindre à l'étude. Donc, effectivement, on parle du quatuor des années 50, les 4 derniers enfants nés dans les années 1750 ne reçoivent pas l'éducation que reçoivent leurs aînés, c'est tout à fait important. Alors, que représentait l'éducation à son époque? Eh bien, c'est de l'instruction, c'est-à-dire que c'est à la fois une tête bien faite et un corps bien fait. Donc, l'éducation, c'est surtout pour les filles lire, écrire, et les garçons également. Hein. Mais les garçons, derrière, vous aurez de l'éducation militaire, hein, ce qui sera le cas notamment du petit Joseph. Joseph qui, voilà, on retrouve François, son mari, dont on a déjà détaillé la relation, je comptais le faire ici, mais on va pas le faire. Voilà, alors, lorsqu'on parle de cette impératrice mère, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment elle se fait représenter. On a vu des portraits en majesté. Sa grande passion va être d'être représentée avec ses enfants comme mère de famille. Là-dessus aussi, elle inaugure quelque chose qu'on va retrouver après, j'y reviendrai, dans d'autres familles royales européennes, mais au moment où elle le fait, là, c'est un inédit. Oui, oui, tout à fait, hein, elle était très occupée, elle comptait sur les nounous. Néanmoins, enfin, je veux dire, elle veille ses enfants quand ils sont malades. Je vais revenir sur 2 ou 3 traits. Alors, ce portrait est le plus connu de l'impératrice Marie-Thérèse. Vous avez vu elle est déjà la mère de famille, un peu replète, et elle n'est plus la jeune fille que nous avons vue
au début. Vous remarquerez aussi que la lumière tombe beaucoup plus sur elle que sur son mari, qui est pourtant l'empereur François Ier, et vous remarquez ses enfants. Et alors là, je vous ai mis ces deux portraits parce que l'un date de 1755 et l'autre de 1756. Quelle est la différence entre les deux portraits? Est-ce que vous le voyez? On pourrait croire que c'est tout à fait la même scène et pourtant pas tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a Marie-Antoinette est née. C'est Marie-Antoinette qu'on a sur le fauteuil. Vous avez parfaitement raison, hein. On a Marie-Antoinette tout à fait dans le petit berceau au premier plan. Effectivement, les couleurs sont également différentes. Donc, au fur et à mesure des années, ce portrait type de la famille impériale va évoluer en fonction de l'âge des enfants et des naissances. Et vous avez également, on voit très bien la présence de Joseph, Joseph qui est né en 1741, l'arrogant petit Joseph, qui est choyé de sa famille, qui reçoit, pour répondre à vos questions, beaucoup plus d'attention que ses sœurs et même que ses autres frères, ce qui va lui donner assez vite un caractère détestable, j'y reviendrai. Autre chose, voilà, j'ai voulu vous montrer plusieurs de ces portraits de famille où vous voyez d'ailleurs dans la disposition que les enfants sont autour de Marie-Thérèse, ce sont eux qui vont hériter des biens transmissibles des Habsbourg. Oui, oui, bien sûr, c'est un futur héritier. Mais vous le voyez sur cette question d'héritage, que les hommes héritiers sont regroupés autour du roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire de Marie-Thérèse. Et ce type de portrait perdurera jusqu'à la mort de la souveraine en 1780. François, lui, meurt en 1765. J'y reviendrai. Vous avez là une représentation à la fin de sa vie. Vous avez d'ailleurs Marie-Christine tout à fait à gauche avec Albert de Saxe-Station que on retrouvera en passant devant l'Albertina et tout à fait à droite de la composition Joseph II. Autre singularité de cette maman, qui la rend assez avant-gardiste au XVIIIe siècle, c'est la dévotion qu'elle a pour ses enfants, je l'ai dit, et jusqu'à ses enfants morts. La mortalité au XVIIIe siècle, y compris dans les familles aristocratiques, est telle que la mort d'un enfant n'est jamais un événement. Une femme touchée par la mort de son enfant semble une bizarrerie. Or, Marie-Thérèse non seulement veille ses enfants malades, veille à leur faire prodiguer les meilleurs soins, mais elle revêt le deuil à chaque anniversaire de la mort d'un de ses enfants. Et ici, nous sommes, nous ne conduirons pas à Innsbruck. Ici, nous sommes à la Hofburg d'Innsbruck. Eh bien, elle fait représenter dans les portraits de famille, eh bien, ses enfants morts sous les traits de petits anges. Elle se rend à des offices également à la mémoire de ses enfants décédés. Elle les considère véritablement comme des personnes. C'est ce qui rend le personnage de Marie-Thérèse moderne pour son époque. Alors, on va dire quelques mots de ses enfants. Ici, vous avez le petit Joseph, l'héritier, entouré de ses sœurs et frères. Voilà le petit Joseph que vous avez ici en rose, qui naît en 1741. N'oubliez pas 1741, nous sommes en pleine guerre de succession d'Autriche et elle donne à l'Autriche un héritier mâle, c'est-à-dire qu'elle ouvre une perspective lorsque nous serons sortis de cette période de chaos, d'où effectivement son statut de prince héritier et de l'éducation
particulières et des soins particuliers dont il est entouré. Joseph II, eh bien, devient empereur à la mort de son père. N'oubliez pas que Marie-Thérèse n'est pas l'impératrice. Marie-Thérèse est la femme de l'empereur. Donc, quand François meurt en 1765, eh bien, c'est le petit Joseph qui devient empereur du Saint-Empire romain. Et elle organise le pouvoir de manière à organiser une co-régence, j'allais dire une co-gérance, une co-régence avec lui, une co-régence qui se passe extrêmement mal. Joseph souffre beaucoup d'être le fils d'une femme. Même si ils ont des liens très tendres dans l'enfance de Joseph, Joseph a le sentiment d'être stigmatisé par le fait d'être le fils d'une femme. C'est-à-dire qu'il hérite par sa mère, alors vous me direz tous les garçons sont des fils de femmes, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une famille royale, normalement, on hérite par son père et non par sa mère. Lui hérite par sa mère, que celle qui tient le pouvoir, c'est sa mère, et que son père, il a 24 ans, c'est ça, puisqu'il est né en 41 et que François meurt en 65. Donc il a 24 ans. Il est donc c'est elle qui lui transmet ses droits héréditaires, c'est elle qui détient le pouvoir, et son père lui semble, il faut dire les choses à un moment, il a une forme de mépris pour son père, qui lui semble falot, qui lui semble effacé, qui lui semble piètre militaire, et à partir de 1765, il entre dans une forme de conflit larvé avec sa mère, qui peinera beaucoup Marie-Thérèse. Alors là, c'est curieux parce qu'à la fois, ça la peine comme mère et comme impératrice douairière, en tout cas, ça la contrarie. Comme femme de pouvoir, ça la contrarie et elle va essayer de conserver le pouvoir tout en essayant d'en rendre Joseph digne. Joseph qui ne se sentira pleinement l'héritier qu'à la mort de sa mère en 1780. Voilà un portrait posthume de Joseph II, un portrait du début du 19e siècle. Lui meurt en 1790 et voilà un portrait contemporain de Joseph II avec un visage assez remarquable que vous verrez un peu partout dans les châteaux de la Hofburg, le palais de la Hofburg et le château de Schönbrunn que nous visiterons. Je voulais vous parler également, je ne vais pas vous faire la vie des 10 enfants qui ont survécu. J'ai parlé très rapidement de Marie-Christine. Je voulais vous parler de Marie-Caroline. Marie-Caroline, qui est la troisième des archiduchesses d'Autriche à être fiancée à Ferdinand des Deux Siciles. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit le drame de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, quand elle marie Marie-Caroline, comment dirais-je, j'allais dire, elle sait bien qu'elle marie sa fille à un personnage auquel aucune mère ne voudrait confier sa fille. Il a quelques désordres de caractère, quelques désordres psychiatriques, il est pas très beau, il est assez falot, mais enfin, là-dessus, c'est une nouvelle fois, comme souvent chez Marie-Thérèse, la nécessité de la couronne qui l'emporte sur ses sentiments de mère. Elle avait pleuré quand elle avait fiancé, Josépha à Ferdinand. Josépha qui tombe malade et meurt et ne pourra pas l'épouser. C'est donc Marie-Caroline qui l'épouse. Marie-Caroline qui va perpétuer dans l'esprit des Habsbourg ces portraits de famille.
Marie-Caroline et Ferdinand, c'est un peu plus compliqué en fait. Mais c'est compliqué comme histoire. Ce sera l'objet d'une autre conférence, si vous voulez bien. Alors, on voit la fille aînée de Marie-Caroline, d'ailleurs, tout à fait à notre gauche, en rose. Eh bien, cette fille aînée s'appelle, comme la fille aînée de Joseph, et comme la fille aînée de Marie-Antoinette, elle s'appelle Marie-Thérèse. Hein. Il va y avoir des Marie-Thérèse dans toute l'Europe. Tous les enfants de Marie-Thérèse nomment leur fille première-née Marie-Thérèse. Ce sera le cas hein, de la fille de Marie-Antoinette. Également, le dessin préparatoire. Et voilà donc Marie-Caroline qui enfant était très très proche de Marie-Antoinette. Alors je voulais vous montrer ce tableau des années 1790, vraisemblablement par l'atelier de Vigée-Lebrun, où on voit Marie-Caroline eh bien représentée par la peintre de Marie-Antoinette sous des traits extrêmement similaires à Marie-Antoinette. Elle est celle qui va être la plus touchée par le drame de Marie-Antoinette. Elle va être celle qui va être le plus traumatisée par l'exécution de sa sœur, donc de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793. Hein, et vous voyez que dans ce portrait, eh bien, il y a une volonté très claire de Marie-Caroline de se montrer comme la sœur de Marie-Antoinette. Hein, Marie-Caroline et Marie-Antoinette au livre, par Élisabeth Vigée-Lebrun. Donc Marie-Antoinette, parlons-en un peu, hein, on a déjà parlé de ce quatuor des années 1750 qui reçoit moins d'éducation, elle a une éducation beaucoup moins soignée que ses aînés, nous en sommes d'accord et je vois que vous en étiez conscient dans les commentaires. Et Marie-Antoinette, en 1770, épouse le dauphin de France, Louis, duc de Berry, donc dauphin, le petit-fils de Louis XV. Donc nous sommes en mai 1770. Vous connaissez tous hein, le destin de cette reine, je n'y reviendrai pas, mais c'est une Habsbourg-Lorraine, évidemment. Donc, elle est liée à notre voyage à Vienne. Et puis, vous verrez à Schönbrunn des représentations de Marie-Antoinette. Marie-Thérèse restait en contact avec ses enfants. Je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure en disant que elle a donné beaucoup de conseils à Marie-Antoinette. Oui, Marie-Thérèse a un ambassadeur à Paris qui s'appelle Mercier Argenteau. Et Mercier Argenteau vient quotidiennement auprès de Marie-Antoinette, ou quasi quotidiennement. Marie-Thérèse lui écrit, lui prodigue beaucoup de conseils et elle était attentive à recevoir des portraits de ses enfants et notamment des portraits de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui, encore une fois, hein, poursuit la tradition familiale d'être représentée avec ses enfants et donc vous voyez la petite fille blonde qui lui tient le bras sur le tableau de Vigée-Lebrun à gauche. Eh bien, c'est cette fameuse Marie-Thérèse de France, la seule stricto sensu qui survivra au drame de la Révolution et que nous avons sur le tableau de Wertmüller à droite en bleu. C'est toujours Marie-Thérèse. Hein. Elle porte le nom de sa grand-mère et Marie-Antoinette, vous le savez, a dans sa chambre à Versailles un portrait de Marie-Thérèse en veuve. Là encore, hein, je voulais vous montrer combien cette tradition du portrait familial perdure et s'instaure d'ailleurs dans toutes les cours au XVIIIe siècle. Encore une fois, je veux pas. Marie-Thérèse est inattendue dans ces années 1740, 1750, mais elle inaugure un chemin qui est celui du XVIIIe siècle, dans l'attention portée à la famille, dans l'attention portée aux enfants, dans l'attention portée à l'éducation. Donc là, vous avez la naissance du dauphin, Louis XVI et Marie-Antoinette autour du premier dauphin, avec devant la petite Marie-Thérèse en bleu. Vous vous rappelez aussi, mais ça tout le monde le sait, j'imagine aujourd'hui ici, que Marie-Antoinette a été stigmatisée comme la fille de Marie-Thérèse. Elle était surnommée l'Autrichienne. Donc vous avez ici une caricature de Marie-Antoinette en poule d'Autruche ou d'Autriche. Vous avez le U et le Y l'un au-dessus de l'autre, la poule d'Autruche ou la poule d'Autriche. Évidemment parce que, d'abord, il faut se dire que toutes les reines
ont toujours été stigmatisées comme étrangères. Quand vous lisez le Prince de Ligne sur Marie Leczinska, dont je parlais tout à l'heure, le Prince de Ligne dit la reine est une grosse polonaise mal élevée. Donc les reines sont toujours étrangères, par principe du mariage diplomatique, et elles sont toujours stigmatisées comme étrangères. Marie-Antoinette plus particulièrement parce que, encore une fois, c'est un renversement d'alliance. Hein, souvenez-vous de ce Louis XV qui se dit finalement l'Autriche fait un meilleur allié, et que ce renversement d'alliance passe très mal. D'abord parce que ça amène à beaucoup de concessions pour l'Autriche et finalement à beaucoup de pertes pour la France, et celle qui, sinon que l'on rend responsable, du moins qui incarne cette difficulté, eh bien, c'est l'épouse du roi de France, c'est Marie-Antoinette. Alors à Vienne, qu'est-ce qu'on va trouver de cette Marie-Thérèse, là encore, hein, un pastel de Jean-Étienne Lyotard, un pastelliste et peintre que j'apprécie particulièrement, qui nous rend ici l'impératrice très vivante. Eh bien, nous allons voir ce monument à Marie-Thérèse dont je vous ai déjà parlé. Évidemment, nous irons à la Hofburg, hein, qui est appelé aujourd'hui musée Sissi, mais il n'est pas question que de Sissi. Et nous irons évidemment à Schönbrunn. Cela vous a été présenté par Dominique Andrès tout à l'heure, avec Schönbrunn, hein, qui est surtout l'héritage de Marie-Thérèse, avec ses aménagements rococo, qui sont vraiment la patte de Marie-Thérèse avec ses poêles en faïence. Ici, c'est la chambre de Marie-Thérèse à Schönbrunn. Je suis un peu rapide parce que je vois que mon temps est quasiment écoulé. Ici, le cabinet des Lacs Anciennes, avec ce portrait de l'empereur François, qui était une des pièces favorites, avec le cabinet chinois rond de Marie-Thérèse à Schönbrunn. Donc, on verra beaucoup Marie-Thérèse à Schönbrunn. Il fallait vraiment vous familiariser avec elle, et ce fameux portrait, hein, diffusé dans toute l'Europe, de Marie-Thérèse en veuve, ici représentée sur une tasse, et que Marie-Antoinette avait dans sa chambre à Versailles. Et puis alors, si vous me le permettez, je vais encore vous prendre quelques minutes pour conclure sur quelque chose qui est souvent peu connu des Français, qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas numismate. Un numismate, c'est un collectionneur et un savant sur la monnaie. Mais je voudrais vous parler du thaler de Marie-Thérèse. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette monnaie d'argent, ce thaler qui fait la puissance des Habsbourg. Si certaines d'entre vous connaissent ce thaler de Marie-Thérèse, surtout n'hésitez pas à en parler dans le chat. Cette monnaie d'argent va être un héritage particulièrement long de Marie-Thérèse. Le thaler, c'est une pièce qui pèse un peu moins de 30 grammes, qui fait environ 4 cm de diamètre, qui provient pour l'essentiel des mines de Bohême, de Joachim Stahl, d'où le nom de thaler, hein, Joachim Staller, et c'est une monnaie qui va avoir un rayonnement européen très important sous l'empire des Habsbourg. Vous aurez des monnaies qui vont copier l'aspect de ce thaler, avec en particulier la pièce de 8 réaux espagnole. Hein, n'oubliez pas, l'Espagne et l'Autriche sous la même couronne au XVIe siècle. Et donc ce sera la pièce de 8 réals copie, ce thaler de Marie-Thérèse, et l'écu français également. Or, cette pièce, elle a un destin très singulier. C'est la pièce d'argent la plus connue au monde. Nous, en France, on connaît beaucoup les 50 francs Hercule, mais cette pièce est connue dans le monde entier. Donc, en voici un exemplaire. Je pense que j'en ai un d'ailleurs avec moi. J'en ai souvent un pas très très loin de moi. C'est un peu pièce porte-bonheur. Pourquoi est-ce qu'elle est connue dans le monde entier ? Parce que elle a un succès en Afrique du Nord, sur tous les bords de la mer Rouge, et sur l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Pourquoi ? Alors c'est très difficile à dire.
on ne sait pas pourquoi ce thaler de Marie-Thérèse est très apprécié comme monnaie d'échange dès le XVIIIe siècle et le reste jusqu'au début des années 50. Et c'est bien le thaler de Marie-Thérèse avec ce portrait de Marie-Thérèse en veuve. Lorsque l'effigie change, oui, bien sûr, on peut encore en acheter à Vienne. C'est pour ça que je vous en parle. On peut acheter ce thaler à Vienne. Lorsque le portrait change et que eh bien, c'est avec Joseph II, eh bien, ça n'est plus accepté par ces populations d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est et pourtour de la mer Rouge. Alors, il y a eu beaucoup de théories sur la raison de ce succès du profil de l'impératrice Marie-Thérèse. On pense que d'abord c'est une femme qui apparaît comme assez opulente, une femme ça paraît sympathique, elle est assez opulente et elle correspond à certains critères de beauté, et puis elle a les cheveux voilés en tant que veuve, ce qui peut plaire également aux populations musulmanes. En tout cas, c'est la monnaie d'échange principale jusque, encore une fois, aux années 1950. Cette pièce est toujours, je répondais sur le chat, cette pièce est toujours frappée par la monnaie de Vienne. Alors, inutile de vous dire qu'après la mort de l'impératrice, et surtout après 1857, lorsque le thaler est démonétisé en Autriche, ça n'est plus qu'un jeton de compte, mais en argent massif, et que donc toutes les puissances qui ont des ambitions en Afrique vont se mettre à battre des thalers à l'effigie de Marie-Thérèse. Donc ça veut dire que ce thaler a été frappé jusqu'en 1780, jusqu'à la mort de Marie-Thérèse dans l'Empire. Au-delà, en raison du succès de son profil, a continué à être frappé évidemment à Günzbourg, à Halle, à Vienne, à Milan, à Venise. N'oubliez pas que Venise est sous domination autrichienne de 1798 à 1866. Tous les ateliers continuent à battre, et toujours avec cette même date qui est celle de la mort de l'impératrice, même si ce thaler est frappé en 1900 ou en 1920. Et puis toutes les puissances qui ont des intérêts coloniaux, la France, Paris, la monnaie de Paris a battu pendant très longtemps le thaler de Marie-Thérèse, Rome évidemment avec ses ambitions sur l'Éthiopie. Mussolini va même profiter des pressions avant l'Anschluss sur l'Autriche pour récupérer des coins originaux et frapper des pièces qui sont les plus semblables possibles à celles de Marie-Thérèse. Alors c'est un héritage assez peu connu. Voilà une photographie qui représente l'expédition des caisses de thaler pour Harare, une lettre de Rimbaud de 1885. Excusez-moi, mais j'ai renvoyé cette femme sans rémission. Je lui donnerai quelques thalers. C'est Rimbaud l'Abyssin. Vous voyez que vraiment, dans toute l'Afrique, ce thaler était partout. On le retrouve donc dans beaucoup de bijoux ethniques. Je vous en ai mis une photographie ici. On retrouve ce thaler de Marie-Thérèse. Et regardez, même sur ces croix façonnées en argent, eh bien, ce qu'on retrouve derrière, c'est ce fameux profil de veuve de Marie-Thérèse. Alors évidemment, avant d'être annexée par l'Autriche, eh bien, Venise a essayé de copier le thaler de Marie-Thérèse pour avoir le même succès. Ménélique, je vous mets Umberto au moment de la campagne d'Abyssinie. Et puis, je le disais, vous pourrez toujours retrouver ce thaler avec le logo de la monnaie d'Autriche, eh bien, dans beaucoup de boutiques de souvenirs à Vienne, à Schönbrunn, et c'est vraiment une monnaie emblématique du charisme, de la puissance et du rayonnement de Marie-Thérèse. Un petit mot aussi pour vous dire, je vous ai dit qu'en Espagne, on avait copié ce thaler sous le nom de 8 réaux, et c'est ce 8 réal qui inspirera le dollar. Et oui, dollar, c'est la déformation du mot thaler. Monnaie extrêmement puissante. Voilà, j'ai été un peu plus bavard que prévu. Je vous remercie de m'en excuser et je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence.
Eh ben, merci beaucoup, Émeric, pour cette conférence vraiment passionnante. Merci à tous les participants de cette conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va attendre quelques petites minutes, voir si vous avez d'autres questions. Émeric, merci beaucoup parce que tu as répondu en direct à pas mal de questions. Donc ça, c'est vraiment très interactif et très sympa d'agir comme ça. C'est très réactif. Voilà. Et puis sinon, vous allez recevoir le replay de cette conférence pour ceux qui aimeraient la réécouter ou bien qui ont dû s'absenter. Et sinon, si vous voulez des informations complémentaires donc sur notre voyage avec Stéphane Bern, où sera également Émeric Pédiguet de Zout, qui aura un groupe, voilà, vous pourrez donc le retrouver. Vous pouvez vous adresser à notre service client et si vous êtes intéressé, ne tardez pas, c'est un petit conseil car il reste très peu de place. Voilà, on va attendre encore 2 petites minutes, mais voilà, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On attend encore quelques petites minutes avant de vous laisser et de vous souhaiter surtout une très bonne après-midi. Merci beaucoup pour vos mots. En tout cas, merci Dominique pour les tiens et puis pour nos auditrices et auditeurs sur le chat. Vos mots me touchent beaucoup. Donc, vous avez vu que nous serons 4 accompagnateurs, je crois, Dominique. Oui, c'est Je ça. dois préciser que mes collègues sont bien meilleurs que moi. Ils sont tous excellents, il n'y a pas de souci. Et nous formons une belle équipe. Je crois que c'est important de le souligner aussi parce que c'est important sur l'ambiance d'un voyage. Et puis je le disais tout à l'heure, hein, vraiment, Stéphane Bern est quelqu'un de très agréable, disponible. Alors évidemment, je dis ça, il peut toujours arriver que quelque chose contrarie, etc. Mais c'est pas son caractère même. Il est très bienveillant, il est très ouvert aux autres. C'est vraiment un plaisir. C'est pas quelqu'un qui va voyager en dehors du groupe, c'est quelqu'un qui va vraiment voyager avec vous et une personne très agréable à côtoyer. Eh bien, merci vraiment, Émeric, pour tous ces petits mots encore sur ce voyage et vraiment très belle conférence. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette conférence activement. Et puis, on vous dit peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous.